Mira bien, hijo de tu puta perra madre. A mí me pela la verga el mencho aquí. « 15 mai 1992, Chalino Sanchez reçoit une note de sa mort et les larmes aux yeux. Il donne sa dernière prestation, réalisant que les longs bras d'un cartel l'ont finalement rattrapé. Voici 10 fois où des célébrités ont ennuyé les mauvais cartels. Yossi Lokote. Le 19 avril 2018, le corps sans vie du rappeur Yossi Lokote, âgé de 42 ans, a été découvert dans un terrain vague à Guadalajara, une ville de l'ouest du Mexique. La scène horrible a révélé qu'un tournevis l'avait brutalement poignardé accompagné d'une note effrayante du CJNG, assumant la responsabilité de cet acte odieux. Né le 20 janvier 1976 à Bakersfield, en Californie, le parcours de Lokote vers la gloire l'a conduit à Guadalajara, au Mexique, où il a rejoint un gang de rue et a poursuivi une carrière de rap. Ses chansons remarquables, Balazos et Esto es Serio, lui ont ouvert les portes de la gloire, faisant de lui l'un des rappeurs les plus renommés du pays. Les gens le considéraient comme un OG ou gangster original. Pour sa narration s'empare des expériences réelles de la rue, en fournissant un récit impartial et véridique. Cependant, sa plus grave erreur a été de s'aligner sur l'un des adversaires les plus dangereux de CJNG, connu sous le nom d'El Cholo, un redoutable patron du crime et baron de la drogue. En septembre 2010, la trajectoire de M. Yossi a pris une tournure tragique lorsqu'il l'a signé avec le label Circulo Asesino et a sorti son premier disque, 13 Hood Rules. Le gang Florence 13 cherchait à étendre son influence à Guadalajara. En croisant le CJNG, une force relativement nouvelle et chaotique, provoquant la tourmente dans la ville. Il était à l'origine associé au gang Florence 13 à Los Angeles, engagé dans des activités illicites, notamment le trafic de drogue et de nombreux meurtres. Pour bien comprendre la tragédie qui a frappé, il est essentiel de saisir un fait fondamental sur la pègre mexicaine. Les entités criminelles, telles que les gangs de rue et les cartels, opèrent généralement sur des territoires distincts, empiétant rarement les unes sur les autres, et franchir ces lignes peut entraîner des conséquences désastreuses. Lokote a payé le prix ultime. Le 17 avril 2018, Lokote a été kidnappé sur un marché local de Guadalajara, ce qui ressemblait à un enlèvement méticuleusement orchestré. 2 jours plus tard, son corps a été retrouvé et, comme le prétendent les rapports, Lokote a été poignardé à plusieurs reprises avec un tournevis. Reconnaissant la présence influente du rappeur dans la région comme un catalyseur majeur de la croissance rapide de Florencia 13, le CJNG visait à déstabiliser le gang et à ouvrir la voie à sa domination. La brutalité de cet acte visait non seulement à mettre fin à ces jours, mais aussi envoyer un message effroyable à tous ceux qui continuent de soutenir El Cholo. Steven Seagal. En 1988, Hollywood a remarqué les prouesses de Steven Seagal en matière d'arts martiaux, ce qui l'a conduit à ses débuts au cinéma dans Above the Law. Le succès a suivi avec son rôle décisif dans Under Siege en 1992, où il a montré non seulement ses talents de combattant, mais aussi sa polyvalence en tant qu'acteur. En réalité, il n'est pas seulement un dur à cuire à l'écran, mais un véritable maestro des arts martiaux. Son parcours d'instructeur d'arts martiaux au Japon d'une star hollywoodienne est tout simplement fascinant. Né le 10 avril 1952 à Lansing, dans le Michigan, la fascination de Seagal pour les arts martiaux s'est enflammée dès son adolescence. Il s'est plongé dans l'aïkido, un art martial japonais axé sur la redirection de l'énergie. Avant de rejoindre Hollywood, Seagal a consacré sa jeunesse à enseigner les arts martiaux au Japon. Il est même devenu le premier étranger à exploiter un dojo d'aïkido à Osaka, gagnant ainsi le respect et gravissant les échelons. Cependant, le parcours hollywoodien de Seagal ne s'est pas déroulé sans heurts. Voici le rebondissement. Son producteur Julius Nasso avait des liens avec la mafia de la famille Gambino. Selon certaines informations, la relation autrefois florissante entre Seagal et Nasso s'est détériorée lorsque Nasso a commencé à imposer des exigences insensées sur ses revenus. Il a été victime d'extorsion de la part de la mafia de la famille Gambino, et lorsque Seagal a finalement décidé de rompre complètement ses liens avec son producteur, Nasso a cherché à se venger de l'accord rompu. En 2001, Seagal s'est retrouvé enlevé de force à Brooklyn. Il ne savait pas que le cartel était après lui. Entre la vie et la mort, Seagal a décidé de coopérer avec le FBI. Cependant, des écoutes téléphoniques ont révélé les plans du cartel, corroborant les affirmations de Seagal. Les écoutes téléphoniques du FBI ont constitué une preuve cruciale qui a conduit Nasso à plaider coupable en 2003. La confiance de Seagal dans les autorités lui a non seulement sauvé la vie, mais également mis fin à ce jeu dangereux. Mais malgré les revers de carrière, les compétences de Seagal en arts martiaux ont continué à captiver le public. Sa vie n'est cependant pas restée la même, il reste encore aujourd'hui en escapade, regardant constamment par-dessus son épaule. Leslie Ann Pamela Montenegro. 5 février 2018, un événement tragique s'est produit à Acapulco qui a jusqu'à présent laissé de nombreuses personnes sous le choc. La mort subite de la célèbre youtubeuse Leslie Ann Pamela Montenegro, également connue sous le nom de Nana Pelucas.
Elle est devenue connue au Mexique pour avoir réalisé des vidéos humoristiques sur la politique locale alors qu'elle était copieusement maquillée et coiffée d'une perruque. Elle a utilisé sa plateforme pour discuter de ses opinions sur la politique et la corruption pour faire la lumière sur les agissements douteux des responsables du gouvernement local, bien que de manière plus comique et à mesure qu'elle gagnait en popularité, elle a commencé à faire face à de plus en plus de menaces et de harcèlement pour son audace. Parallèlement à son ascension vers la gloire, le risque associé à son travail a encore augmenté. Ses blagues sur la corruption et un commentaire qu'elle a fait sur le fait que le maire d'Acapulco était impliqué dans de nombreux trafics de drogue ont fait d'elle une cible. Les banderoles sont immédiatement apparues partout à Acapulco, la reliant à une page Facebook qui faisait office de lanceur d'alerte et également membre d'un cartel. Elle a également commencé à recevoir de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux, mais malgré toutes ces menaces, Leslie est devenue encore plus résiliente en essayant de dénoncer la corruption dans son pays, et malheureusement c'est un choix qu'elle a payé de sa vie. Le 5 février 2018, elle a été abattue sans pitié dans son restaurant à Acapulco par des hommes armés inconnus. Et bien qu'elle ait été transportée d'urgence à l'hôpital, elle a malheureusement succombé. Sa mort en a choqué beaucoup et les gens ont commencé à s'inquiéter pour la sécurité de ceux qui s'élevaient contre la corruption et le cartel. L'enquête suggère un lien avec un cartel de la drogue, mais des doutes et des questions subsistent sur ce qui s'est passé. Le procureur général a affirmé que Leslie détenait des informations sensibles concernant certains trafics de drogue, mais la communication a été interrompue, laissant de nombreuses questions et interrogations sans réponse telles que qui était la top au sein du gouvernement et quelle était l'étendue de leur implication dans des trafics illégaux. Ces assassins restent en liberté et son affaire de meurtre est restée mystérieuse jusqu'à ce jour. Rubén Ortega. 31 août 2022, le monde a été secoué par la mort tragique de Rubén Ortega, largement connu sous le nom de Super Chinelo. Youtubeur bien aimé de nombreux Mexicains, Rubén a consacré sa chaîne au partage de la culture et du patrimoine dynamique au Mexique. Son enthousiasme contagieux et sa narration captivante l'ont rapidement propulsé au statut de célébrité, capturant le cœur des téléspectateurs locaux et internationaux. Cependant, l'ascension de Rubén vers la gloire a attiré l'attention d'un célèbre cartel mexicain, déclenchant une chaîne d'événements qui mènerait à sa disparition prématurée. Né le 10 septembre 1992 et grandi au Mexique, Rubén avait un profond amour pour la riche culture et le patrimoine de son pays. Et parce que YouTube semblait être le moyen le moins coûteux de toucher un grand nombre de personnes, il a commencé son voyage pour montrer la beauté du Mexique au monde. Lorsqu'il a commencé à réaliser ses vidéos sur YouTube, son plan initial était d'explorer les marchés locaux, les fêtes traditionnelles ainsi que les images et les sons vivants qui définissaient la culture mexicaine. Sa véritable passion et son charisme contagieux ont trouvé un écho auprès du public, propulsant sa chaîne vers de nouveaux sommets. Son masque intrigant est devenu un élément distinctif de sa personnalité, contribuant à son ascension en tant que célébrité sous le surnom de Super Chinelo. Pourtant, l'impact de Rubén s'étend au-delà du divertissement. Il a utilisé sa plateforme pour mettre en lumière des problèmes vitaux de la société, en collaborant avec des organisations locales pour sensibiliser à la conservation de l'environnement, aux droits des autochtones et à la préservation du patrimoine culturel. Au-delà des initiatives virtuelles, Rubén a organisé des événements caritatifs et a participé activement à des initiatives communautaires, faisant ainsi une différence tangible dans la vie des personnes dans le besoin. Mais à mesure que son influence grandissait, la cible dans son dos grandissait également. Finalement, son activité humanitaire a commencé à empiéter sur le territoire du cartel, puis le désastre a frappé. En 2022, Rubén a été abattu devant sa maison. Son épouse a également été grièvement blessée. La perte de Super Chinelo a laissé un énorme vide dans le secteur du divertissement sur YouTube et les fans ont pleuré le départ d'un véritable ambassadeur culturel local. Le meurtre de Rubén a suscité l'indignation et relancé les appels à la justice dans un pays où règne souvent l'impunité. Son héritage perdure, inspirant les autres à embrasser leurs racines et à célébrer la diversité qui rend le Mexique unique. Au lendemain de sa mort tragique, le message de fierté culturelle de Rubén résonne encore plus profondément, soulignant le pouvoir des réseaux sociaux en tant que force pour un changement positif. Compa Jorge. En este video, plebes, vamos a hacer algo diferente porque les voy a platicar una anécdota que me pasó. Pues les voy a platicar más o menos la historia de cómo me 18 levantaron. avril 2022, le Mexique est resté immobile alors que les informations locales rapportaient la mort de la sensation montante sur YouTube, Compa Jorge. Il est sorti chercher quelques affaires et produire un nouveau contenu comme il en avait discuté plus tôt dans une vidéo. À son insu, il partageait non seulement ses projets avec ses fans, mais il partageait également sa position avec certaines personnes qui voulaient sa mort. Juillet 2021, il était devenu une sensation avec des vlogs simples et du contenu storytime. Finalement, il s'est mis à présenter sa collection de SUV et ses voitures haut de gamme à Culiacán. Vivre dans l'opulence dans une ville connue pour son style de vie tape à l'œil n'a pas seulement attiré l'attention des téléspectateurs,
Il a attiré l'attention sur les dangereux cartels connus pour faire taire les voix par des actes criminels comme les enlèvements et l'extorsion. En 2020, Jorge a parlé d'une expérience horrible, un enlèvement des membres d'un cartel. Cet événement traumatisant l'a laissé profondément atteint, provoquant des mois d'isolement alimentés par la peur. Il est même revenu sur le lieu de l'incident dans un vlog, partageant son malaise persistant. En décembre 2021, après une sortie avec un ami, Jorge a décidé de les raccompagner chez eux. Cependant, alors qu'il rentrait chez lui, il a dû s'arrêter parce qu'il avait la nausée et de manière inattendue, un homme brandissant un fusil est sorti de l'autre côté de son véhicule, prétendant être un agent de l'État. Avant que Jorge puisse pleinement comprendre la situation, il s'est retrouvé appréhendé, les mains liées et les yeux bandés. Il a été interrogé sur ses revenus et a insinué qu'il avait des liens avec un cartel. Bien qu'il l'ait nié avec véhémence tout lien avec un cartel, Jorge a fait face à des menaces verbales et physiques de la part de ses ravisseurs, et à mesure que la situation évoluait, Jorge a commencé à devenir encore plus désespéré dans ses appels à ses ravisseurs. Il les a implorés que s'ils avaient l'intention de mettre fin à ses jours, il devrait au moins laisser son corps là où sa famille pourrait le retrouver. Remarquablement, ce plaidoyer a trouvé un écho auprès de ses ravisseurs. Peut-être ressentant de l'empathie ou en réalisant la gravité de leurs actes, ils ont décidé de libérer Jorge en lui détachant les mains et en lui retirant le bandeau. Ils lui ont demandé d'attendre 5 minutes après leur départ avant de s'enfuir, un petit acte de miséricorde qui a permis à Jorge de retrouver sa liberté. Le 15 mars 2021 a marqué le début de la fin pour Jorge en raison du succès de la vidéo parlant de l'enlèvement, qu'il a partagé dans une vidéo Storytime en racontant une rencontre avec l'un des fils d'El Chapo qui s'est avéré être la plus grosse erreur de sa vie. La vidéo a suscité des spéculations sur son implication avec le fils d'El Chapo et a immédiatement attiré l'attention des organisations de cartels rivales. 18 avril 2022. Comme d'habitude pour Jorge, il a publié sur Vlog ses projets pour la journée en quittant sa maison. Mais alors qu'il était encore en route vers son premier emplacement, un véhicule rempli d'individus armés s'est arrêté devant lui. El Compa Jorge a été tiré dessus à plusieurs reprises avant que le coupable ne s'enfuit. Toute la population autour de l'incident a été plongée dans une frénésie et a immédiatement appelé les services d'urgence qui sont arrivés environ 10 minutes plus tard, mais alors que Jorge était transféré dans une clinique de rééducation, il est décédé tragiquement dans l'ambulance. 6 assassins restent libres et son meurtre n'est toujours pas résolu. Sergio Vega. Le 27 juin 2010, le célèbre chanteur de narco-corrido Sergio Vega a été retrouvé mort dans sa voiture criblée de plus de 30 balles sur son corps. Et son avocat a imputé le meurtre au voleur de voiture, affirmant qu'il était un homme bon qui n'avait aucun problème avec le genre de personne qui exécute des contrats organisés. Mais les circonstances et le moment du crime suggèrent qu'il a presque certainement été arrêté parce qu'il était mêlé à l'une des nombreuses guerres intestines en cours entre les cartels de la drogue mexicains. Né le 19 septembre 1969, Sergio a développé un amour pour la musique en grandissant dans une famille de musiciens. Son parcours musical débute aux États-Unis où il rejoint dans un premier temps le groupe de son frère à Phoenix. Suite à des conflits, Sergio a pris une décision audacieuse en créant son propre groupe, Los Rios del Norte. Également connu sous le nom d'El Chaka, Sergio n'était pas seulement un chanteur doué mais aussi une véritable icône de la scène musicale mexicaine. Cependant, son implication dans le genre controversé narco-corrido a fait de lui une cible pour les cartels de la drogue, ce qui a finalement conduit à une fin tragique. Le genre narco-corrido, connu pour ses récits sur la vie des trafiquants de drogue, est devenu l'expression artistique de Sergio. Bien que cela lui ait valu la renommée, cela a également suscité des critiques pour sa glorification des activités criminelles. Sergio a défendu son choix, disant que sa musique était le reflet de la dure réalité qui l'entourait. Malgré la controverse, la popularité de Sergio a grimpé en flèche, attirant l'attention des maisons de disques. Cependant, le succès a un prix. Son approche intrépide de narco-corrido a fait de lui une cible pour les cartels de la drogue mexicains. Ces organisations criminelles impitoyables, connues pour le contrôle sur le trafic de drogue, considéraient la musique de Sergio comme une menace mettant en lumière leurs activités illicites. Il a fait face à des menaces croissantes, en particulier lorsqu'il s'est lancé dans un voyage pour se produire dans l'état de Sinaloa, un bastion notoire pour des cartels. Bien conscient des risques et malgré le fait qu'il voyageait avec des agents de sécurité, Sergio n'a pas pu échapper à la poursuite incessante des cartels, et le 27 juin 2010, alors que le véhicule de Sergio traversait les rues de Sinaloa, des hommes armés ont tendu une embuscade au convoi, déclenchant une grêle de balles. Le chaos a éclaté alors que les assaillants voulaient l'achever. Ses agents de sécurité ont riposté, essayant de le protéger de l'attaque. Cependant, au milieu du chaos, Sergio Vega a été tragiquement victime de la violence impitoyable des cartels de la drogue mexicains. La nouvelle du meurtre de Sergio a eu un retentissement mondial, incitant à réfléchir sur les dangers encourus par les artistes confrontés à de puissantes entités criminelles. Sa disparition prématurée nous a rappelé de manière poignante que, même avec des précautions, des individus comme Sergio n'étaient pas à l'abri des périlleuses réalités de la scène musicale mexicaine. Chalino Sanchez.
15 mai 1992. Chalino Sanchez a reçu une note de mort entre les mains lors de son dernier concert au Mexique. Incertain de ce qui allait se passer ensuite, il a commencé à faire ce qu'il faisait de mieux, chanter de tout son cœur. Chalino était un chanteur de renommée au Mexique. Cependant, le genre de sa musique et les événements qui ont conduit à sa mort racontent une histoire effrayante qui continue de résonner aujourd'hui. Né le 30 août 1960 de parents pauvres à Culiacán, Chalino a dû faire tout ce qu'il pouvait pour survivre. Il a accepté les petits boulots pendant ses études et, en raison des influences dans lesquelles il a grandi, il était difficile d'éviter des ennuis. Il est devenu garçon de course pour certains membres des cartels jusqu'en 1975, lorsque sa sœur a été enlevée, agressée et renvoyée chez elle dans la honte. Jurant de se venger, Chalino a appris qu'El Chapo Pérez était impliqué et 4 ans plus tard, il a saisi l'occasion d'une fête pour l'abattre. Cet acte a forcé Chalino à fuir Sinaloa alors que les hommes de Pérez avaient vu son visage. Il a ensuite trouvé refuge à Tijuana et immédiatement, Chalino s'est donné pour mission d'aider les Mexicains à traverser la frontière américaine et en 1977, il a traversé la frontière américaine pour s'installer à Los Angeles où il faisait la plongée, vendait des voitures et selon des amis, faisait du commerce de petites quantités de marijuana et de cocaïne. Il a également aidé son frère aîné, Armando, à diriger une opération de trafic d'immigrants. En 1984, Armando a été tué par balle dans un hôtel de Tijuana, ce qui a inspiré Chalino à composer son premier corrido ou ballade. À cette époque, il a également été arrêté pour son implication dans les affaires de son frère, mais il a été libéré presque immédiatement. Mais en prison, il a commencé à écrire des chansons de narco-corrido, louant la vie des trafiquants de drogue. Son style unique l'a rendu célèbre et il est retourné à Los Angeles, enregistrant de la musique et se produisant dans des salles bondées à travers la ville. Le 25 janvier 1992, Chalino se produisait au restaurant et discothèque Plaza Los Arcos à Coachella. Alors qu'il commençait à jouer, il a répondu aux demandes de chansons du public, mais peu avant minuit, Eduardo Gallegos, 32 ans, un mécanicien local au chômage et sous influence, a demandé El Gallo de Sinaloa. Immédiatement après, Gallegos a sauté sur la scène et a pointé un pistolet de calibre 25 sur Chalino. En représailles, Chalino a retiré son pistolet de 10 mm de sa ceinture et a commencé la fusillade. Chalino a été touché 4 fois alors qu'il manquait son tir et tuait un passant innocent. Il a survécu à la fusillade et sans se décourager, Chalino a vendu les droits de ses chansons, utilisant l'argent pour garantir une maison à sa famille. 15 mai 1992, Chalino accepte de se produire à Culiacán, une ville connue pour le cartel de Sinaloa. Malgré les risques, il l'a quand même joué, comprenant que ce spectacle pourrait être son dernier. Pendant qu'il jouait, un fan a remis à Chalino une note disant que ce serait son dernier acte. Après le spectacle, des hommes armés se faisant passer pour des policiers ont arrêté Chalino et son groupe. Chalino s'est rendu pour être retrouvé mort après 12 heures avec des marques de corde sur ses poignets et 2 impacts de balles à l'arrière de la tête. Le mystère entourant la mort de Chalino implique une vengeance potentielle pour un meurtre passé et des liens avec le gang de Sinaloa. Eduardo Gallegos est parmi les suspects, le gang de Sinaloa et d'autres personnes cherchant à se venger. L'association de Chalino avec de véritables membres du cartel a peut-être également fait de lui une cible. Le véritable motif reste flou, ce qui s'ajoute au mystère entourant sa disparition prématurée. Roselyn Alejandra Nino. Le 13 avril 2015, les autorités mexicaines de Matamoros ont découvert le corps démembré de Niño dans une glacière. La glacière a été abandonnée sur un parking et les corps présentaient des signes de torture, probablement effectués pour extraire des informations sur leurs activités criminelles. Née en 1990 et élevée dans une petite ville mexicaine, Roselyn Alejandra Nino a connu une éducation difficile dans la pauvreté. Malgré les difficultés, sa beauté saisissante l'a fait remarquer. Les recruteurs du cartel du Golfe, toujours à la recherche d'atouts potentiels, l'ont remarqué. Ils l'ont attirée avec des promesses de richesse et de stature, lui offrant une échappatoire aux luttes qu'elle avait connues. La Flaca a commencé comme un guetteur, se fondant dans la foule tout en collectant secrètement des informations. Cependant, au fil du temps, son engagement s'est approfondi. Le cartel lui a fait découvrir le monde de la prostitution, un chemin sombre qu'elle s'est sentie obligée de suivre. Promu fantassin, son apparence modeste en faisait l'assassin parfait, éliminant les menaces pour le cartel. Cependant, sa réputation grandissante a attiré l'attention des forces de l'ordre. Elle est devenue une femme recherchée, constamment en fuite, regardant toujours par-dessus son épaule, mais malgré les risques et les conséquences pour elle, la Flaca est restée attachée au cartel. Elle ne savait pas que son destin allait prendre une tournure tragique. En gravissant les échelons, elle est devenue une exécutrice de confiance, laissant une traînée de sang versé. La Flaca a formé sa faction au sein du cartel du Golfe, connue sous le nom de l'ONUS,
menant des attaques audacieuses contre des factions rivales. Le 12 avril 2015, elle et ses camarades ont été capturés par une faction rivale de leur cartel et ont été torturés pendant un moment avant de recevoir une balle dans la tête. Leurs corps ont été complètement démantelés et jetés dans un coin du parc pour servir d'avertissement aux membres de la faction de Nino. Les auteurs exacts de ce crime brutal restent inconnus, mais selon certaines informations, Los Metros y auraient contribué. Juan Luis Lagunas Rosales. 18 décembre 2017, le corps sans vie de la sensation internet Juan Luis Lagunas Rosales, également connu sous le nom d'El Pirata de Culiacán, a été découvert dans un bar de Jalisco avec des blessures par balle et des os fracturés. Qui aurait pu souhaiter la mort de cette étoile montante? Né le 19 décembre 90 dans l'état mexicain de Sinaloa, centre des cartels et terre du célèbre baron de la drogue Joaquín El Chapo Guzmán, il a grandi dans une famille modeste et n'a pas eu une enfance facile, mais finalement grâce à un travail acharné, il a pu construire quelque chose. Sa mère l'a laissé avec sa grand-mère lorsqu'il était enfant et n'a jamais connu son père. Rosales a ensuite vécu avec sa grand-mère jusqu'à l'âge de 15 ans, âge auquel il a abandonné les études secondaires et a quitté sa ville natale de Navolato. Il l'a fait de la ville voisine de Culiacán sa nouvelle résidence. À cette époque, il gagnait sa vie en lavant des voitures et à l'âge de 17 ans, il avait commencé à très bien gagner sa vie pour quelqu'un de son âge, mais à part l'argent qu'il gagnait, la seule chose qui faisait certainement souhaiter aux gens d'être à sa place était la façon dont il gagnait son argent. Juan Luis Lagunas Rosales était un fêtard et il publiait des vidéos sur les réseaux sociaux de lui-même en train de boire de manière excessive. Dans les vidéos qu'il réalisait, il était soit suffisamment ivre pour s'évanouir, soit en complet état d'ébriété. Parfois, il était tellement ivre qu'il s'évanouissait et curieusement, ses vidéos commençaient à devenir virales. Dans une vidéo publiée en ligne, Lagunas a été enregistré en train d'insulter Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom d'El Mencho, qui se trouve non seulement être l'un des barons de la drogue les plus redoutés du Mexique, mais également le chef du cartel nouvelle génération de Jalisco, plus connu sous le nom de CJNG. Croyez-moi, même El Mencho aurait été choqué par l'audace de ce jeune homme. Dans la vidéo, il était avec un groupe d'amis et comme toujours, il semblait ivre et très enragé. Il a commencé à crier et à lancer des insultes à El Mencho et il a déclaré « El Mencho peut me sucer la b***». Lorsque cette vidéo est devenue virale, tout le monde savait que c'était la fin pour lui. Quelques jours plus tard, un lundi soir, alors que ses amis lui faisaient la fête dans un bar de Jalisco, un groupe d'individus a fait irruption avec des armes à feu et a ouvert le feu sur Lagunas avec pas moins de 18 balles. Les autorités ont réussi à arriver sur les lieux, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Toutes les preuves indiquent qu'El Mencho et CJNG sont les coupables. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que cette aiguille agite pratiquement un drapeau disant « je l'ai fait ». Illuminati 6. Début 2017, un gars connu simplement sous son pseudo TikTok Illuminati 6 a engagé ses abonnés en acceptant des défis de leur part. Et bien cette fois, un utilisateur l'a mis au défi d'insulter El Mencho, ce qu'il a fait sans crainte dans une vidéo. Vêtu d'un col rond noir ample et d'un jean noir déchiré avec un sac à dos, il s'appuya sur un poteau lumineux en déclarant tardivement « Écoute bien, fils de pute, El Mencho peut me sucer la pite ». Il a ensuite ajouté « Je ne dors pas comme El Pirata ou El Chanito de Culiacán ». En concluant la vidéo, il a déclaré « Je suis intouchable, j'ai fait pacte avec le diable, je suis venu pour te donner du feu, Mencho. Je n'ai pas peur de dire ça, je dirai ça avec la caméra ici, El Mencho peut me sucer la bite. » Lorsque la vidéo est devenue virale sur Reddit et Twitter, beaucoup ont émis l'hypothèse qu'il devait être un membre du cartel pour avoir une telle confiance dans ses mots tout en montrant son visage. Différents utilisateurs ont commenté avec des déclarations telles que RIP à l'avance. Étonnamment, aucun mot n'a été entendu de la part d'El Mencho ou même du CJNG. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Illuminati 6 n'était pas basé au Mexique, ce qui rendait difficile pour le CJNG de mettre la main sur lui. Il vivait à Richmond, en Californie, ce qui compliquait encore davantage toute attaque potentielle car elle impliquait un territoire étranger. Le CJNG n'a pas répondu au départ, mais un rebondissement s'est produit quelques jours plus tard lorsque l'adolescent a mis en ligne une autre vidéo, s'excusant auprès d'El Mencho pour ses propos antérieurs. Dans ses excuses, il a exprimé ses regrets, affirmant qu'il n'était pas bien ou qu'il n'était pas conscient de ce qu'il disait ce jour-là. Il a reconnu l'erreur, l'a attribué à une quête de disciples et a demandé pardon en disant « Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je n'allais pas bien, je n'étais pas conscient de ce que je disais, c'était mal. Je me suis réveillé stupide. » Poursuivant, il l'a dit « Je n'ai pas pensé aux conséquences, j'ai fait ça pour mes abonnés, je demande pardon. Vous et votre famille sont très appréciés et ne me tuez pas. J'ai une famille comme vous, je m'excuse. Nous tous on fait des erreurs. J'ai des problèmes psychologiques, monsieur. N'oubliez pas, nous vous aimons. » Internet bourdonnait de discussions sur ce revirement brutal, les gens se demandant si El Mencho avait menacé personnellement le TikToker à l'insu de tous, ou s'il l'était simplement sorti de son fantasme TikTok et avait réalisé à qui il parlait. Bien que nous n'ayons jamais su ce qui s'est passé dans les coulisses, son TikTok a tout simplement disparu et son compte est devenu privé. Personne ne peut dire avec certitude ce qui est arrivé à cet homme. Pensez-vous qu'El Mencho l'a tué en silence? Je veux dire, peut-être qu'il l'a fait, qui sait?